Bonjour à tous. Nous allons donc essayer de vous parler des résultats 2007 et de répondre à vos questions sur 2008 et sur le futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les résultats 2007 du groupe? Ils sont excellents. C'est une nouvelle année record pour AXA. Ceci en dépit d'une conjoncture qui, sur la fin de l'année, a été moins bonne que prévu, mais dont vous verrez tout à l'heure qu'elle ne nous émeut pas outre mesure. Alors, quels sont les faits marquants de l'exercice 2007? Si vous regardez d'abord l'activité totale du groupe, vous voyez que le modèle que nous avons mis en place est un modèle qui fonctionne. C'est une combinaison de croissance organique et de croissance externe qui nous permet, année après année, d'accroître nos résultats de façon significative. Le total du chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Donc AXA est un groupe en forte croissance, sous le double effet des acquisitions et de la croissance organique. C'est important qu'il y ait les deux, parce que si vous n'avez pas une croissance organique significative, ça signifie en réalité que vos produits, vos réseaux de distribution, votre organisation ne sont pas optimales. Il ne peut pas y avoir durablement d'acquisition s'il n'y a pas un socle de croissance organique positive. L'élément extrêmement satisfaisant de 2007, après 2006, 2005, 2004, etc., c'est le fait que la croissance organique est forte, qu'elle est supérieure à celle de nos grands concurrents et que nous gagnons des parts de marché sur tous les marchés sur lesquels nous opérons. Ce chiffre d'affaires qui croît de 20% conduit à un accroissement de 27% du résultat opérationnel et de 22% du résultat courant. Donc, c'est une année de forte croissance. Alors, si on raisonne à base comparable, le résultat opérationnel, il atteint presque 5 milliards. À base comparable, c'est-à-dire en ne tenant pas compte des acquisitions. 15% de progression du résultat opérationnel, c'est parfaitement dans la ligne de ce qu'est notre plan Ambition 2012. Donc 2004, 2005, 2006, 2007, nous sommes alignés avec les objectifs d'Ambition 2012. Nous avons même un petit peu d'avance. Quand vous regardez les différentes lignes de métier, à l'intérieur du métier de protection financière, c'est-à-dire le dommage, l'assurance vie, l'asset management, vous voyez qu'aussi bien en chiffre d'affaires qu'en résultat, nous sommes sur le chemin de nos ambitions. Vous voyez aussi que c'est une croissance du chiffre d'affaires qui permet de nourrir une croissance encore plus forte du résultat. Si vous regardez l'assurance vie, notre objectif c'est d'être entre 7 et 10% de croissance des affaires nouvelles chaque année. Nous sommes au milieu de la fourchette, c'est-à-dire à 8 en 2007. Le résultat opérationnel progresse de 10%. En assurance dommage, nous voulons être entre 3 et 5, nous sommes à 4. Le résultat opérationnel progresse de 8%. En asset management, nous voulons être au-delà de 10, nous sommes à 17. Le résultat opérationnel progresse de 21%. Donc c'est une solide progression. Quand vous regardez d'où viennent ces résultats, eh bien ces résultats viennent d'une bonne plateforme géographique. Autrefois, il nous arrivait d'entendre sur la manière dont se construisaient les résultats d'AXA des critiques ou des remarques sur le thème « il y a deux entités qui sont vraiment profitables, qui sont la France et les États-Unis, et le reste du groupe est insuffisamment profitable ». Aujourd'hui, cette remarque est complètement fausse, évidemment. Il y a 3 gros moteurs sur l'objet, sur l'avion, sur l'animal, qui sont la France, l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, qui chacun donne à peu près 20% des résultats, à quelques points près. Et puis vous avez 4 moteurs que je ne qualifierai pas d'auxiliaires, parce qu'ils sont importants, mais qui donnent à peu près chacun 10%. Toutes les activités du groupe sont profitables, toutes les activités du groupe sont en croissance, toutes les activités du groupe ont de bonnes marges. Quand vous regardez au-delà du résultat opérationnel, le résultat courant, c'est-à-dire quand vous regardez comment, au-dessus du résultat opérationnel, viennent s'empiler les plus-values réalisées. Bien, vous voyez que nous avons réalisé en 2007 un peu plus d'1,1 milliard de plus-value. C'est comparable à ce que nous avions réalisé l'année précédente. C'est un peu au-dessus de ce que sont nos objectifs de long terme. Ça veut dire là encore que le choix que nous avons fait d'avoir une exposition aux actions un petit peu plus forte que d'autres est un choix qui paye, puisqu'il nous permet de réaliser régulièrement un volume pas négligeable de plus-value qui vient augmenter nos résultats. Tout ceci nous conduit à proposer une augmentation du dividende, puisqu'on base le calcul de notre dividende sur ce qu'est le résultat courant. Nous proposons de distribuer cette année 1,20 € par action, ce qui est une progression de 13% par rapport à l'année dernière, et ce qui représente un taux de distribution de 42%,
qui est dans le bas de la fourchette que nous nous sommes fixée, ce qui laisse donc, si nous en avons le désir, une marge de progression pour les exercices suivants. À ces niveaux-là, le rendement du titre est de 5%. Ça montre, si je peux d'ailleurs me permettre un commentaire, à quel point les niveaux de marché actuels sont absurdes. Le taux de rendement sur le titre est supérieur à ce que sont les taux sans risque à long terme sur les obligations. C'est une situation historique qu'on n'a jamais vue. Même en 2003, quand les marchés étaient au plus bas, le rendement du titre n'était monté, parce que quand le titre baisse, le rendement monte, n'était monté qu'à 3,5%. Donc, voilà, c'est une remarque qui montre que on est probablement dans une situation de marché un peu exceptionnelle. Alors, est-ce que la turbulence des marchés a eu un impact sur le groupe ? Assez limité. Et pourquoi ? Parce que notre modèle économique est un modèle qui est simple et que ce modèle est relativement résistant à ce que peuvent être les turbulences externes. Nous n'avons pas d'activité de type banque d'investissement. Donc nous ne sommes pas dans la problématique des banques qui ont pu construire des produits compliqués, en vendre des quantités importantes, ne plus arriver à en vendre aujourd'hui, avoir à en rapatrier sur leur bilan. Nous sommes dans un métier qui est la protection financière, qui est un métier de souscription de risque, de collecte d'actifs, sur des tendances de croissance fortes à long terme, qui ne sont pas changées par les turbulences actuelles. Et quand vous regardez d'où vient notre chiffre d'affaires et d'où vient notre résultat, vous comprenez pourquoi c'est un modèle relativement bien résistant. Il y a à peu près 30% du chiffre d'affaires et 40% du résultat qui viennent de l'assurance dommage. Les turbulences financières ont extrêmement peu d'impact sur l'assurance dommage. Une croissance mondiale un peu moins forte aura un effet indirect. Mais quand nous regardons les niveaux d'activité du début de l'année, ils sont sur la même tendance que ceux de l'année dernière en matière d'assurance dommage. Et donc, nous ne sommes pas du tout inquiets. Quand vous regardez les activités d'assurance vie, d'assurance santé, ces activités n'ont pas de raison non plus d'être fortement affectées. Quand vous regardez les activités d'épargne et de rente, c'est-à-dire ce qu'on appelle variable annuities ou l'assurance vie épargne en France, quand vous regardez la gestion d'actifs, ça représente au total à peu près 45% du résultat du groupe, du chiffre d'affaires du groupe, et une proportion qui est voisine de cela en termes de résultats. Là, la situation de marché actuelle peut avoir un impact parce qu'on peut voir des clients un tout petit peu plus réticents à s'engager dans des produits d'épargne longue quand tous les matins ça bouge beaucoup. On subit une concurrence un peu plus forte des banques qui vont chercher de la liquidité chez leurs clients et leur proposent des dépôts à court terme un peu plus attractifs qu'avant. On a un effet sur les bases d'actifs sur lesquelles nous prélevons des commissions, parce que quand les marchés baissent, les bases d'actifs sont un peu moins importantes. Mais tout ça, ce sont des effets qui sont relativement indirects et qui ne remettent pas en cause ni les business models, ni les tendances de long terme. L'autre élément qu'il faut évidemment regarder, c'est la qualité des actifs. Si on peut revenir un slide en arrière. Si on a fait de mauvais choix en matière d'investissement, oui, la crise actuelle peut impacter vos bilans, vos comptes de résultats. Quand on regarde l'impact de la crise actuelle, qui est une crise extrêmement violente, sur les résultats d'AXA en 2007, le coût de cette crise des subprimes, des ABS, etc., c'est 600 millions d'euros, 300 millions sur le compte de résultat, 300 millions sur le bilan. Pour un groupe qui gère à peu près 1300 milliards d'euros, qui a 300 milliards de placements obligataires ou de type obligataire dans ses actifs d'assurance, je crois que vous conviendrez que c'est une exposition qui est une exposition limitée. Ça vient de quoi? Ça vient de ce que nous avons des actifs de qualité et des actifs très diversifiés. Ça vient aussi de ce que nos systèmes de contrôle des risques, qui sont le cœur de notre métier, sont des systèmes de contrôle des risques performants. Est-ce que les affaires se développent chaque jour? Parce que quand on veut regarder le futur, il faut savoir si oui ou non la croissance organique peut continuer, si oui ou non nous sommes capables d'attirer de nouveaux clients. Quand vous regardez 2007, vous avez les explications sur les raisons pour lesquelles la croissance organique est forte. Les portefeuilles ont continué de grossir de façon relativement rapide en automobile et en habitation. C'est un élément important parce que si vous aviez regardé les chiffres dans les années 2000, au début des années 2000, ces chiffres n'étaient pas à ces niveaux-là, ils étaient même parfois négatifs. Donc la croissance organique est maintenant forte. Ça veut dire que nos gammes de produits sont performantes, que nos réseaux de distribution ont vu leur productivité s'améliorer et que nous sommes capables
de croître un peu plus vite que les marchés sur lesquels nous sommes. Sur les activités de type financier, nous gérons à peu près 1300 milliards d'euros d'actifs. Ces bases d'actifs, elles sont alimentées pour croître par deux choses, par les activités d'assurance d'une part, pour 11 milliards d'euros en 2007, et par la collecte d'argent auprès de clients tiers pour une trentaine de milliards d'euros. Donc vous voyez une collecte nette positive qui permet d'augmenter la base sur laquelle nous prélevons des commissions. Quand vous rentrez un peu plus dans le détail et que vous regardez les produits d'assurance vie, les produits variable annuities, qui sont des produits d'épargne retraite qui ont un grand succès aux États-Unis, le succès de leur lancement en dehors des États-Unis se confirme. Ils représentent maintenant au total 20% de la valeur des affaires nouvelles du groupe, 14% du total de ses ventes, de ces affaires nouvelles. Et la partie de ces ventes qui est réalisée hors des États-Unis a été multipliée par à peu près 4 en 2007. Et le rythme mensuel des ventes effectuées aux États-Unis augmente. Vous voyez qu'il était de 4 millions d'euros par mois en APE en 2006. Nous sommes aujourd'hui à 25 millions d'euros par mois. Donc le succès de ces produits en dehors des États-Unis se confirme. Ce sont des produits qui sont excellents pour les clients et qui en plus ont de bonnes marges pour nous. Donc ce sont des produits sur lesquels nous allons continuer nos efforts. Alors dans cet environnement, dans ces conditions, qu'est-ce que nous continuons de faire? La même chose qu'avant, c'est-à-dire nous concentrer sur l'engagement de nos collaborateurs et la satisfaction des clients. Pourquoi? Ça semble un peu loin de préoccupations strictement financières, mais à la fin de la journée, c'est ça qui permet de faire croître les affaires. Si nous obtenons un engagement de nos collaborateurs plus fort que la moyenne, ils seront vis-à-vis des clients plus performants, plus efficaces, plus convaincants, mieux capables de les retenir. Nous aurons une croissance plus forte. Si nous arrivons à améliorer notre qualité de service, la qualité de service n'étant en général pas la raison pour laquelle le secteur est populaire, eh bien, en améliorant la qualité de service, nous améliorerons la rétention, nous améliorerons le chiffre d'affaires, nous améliorerons les résultats. Sur ces deux indicateurs, nous avons continué de progresser en 2007 et nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Donc nous pensons qu'il y a des marges de progression. Un mot sur Winterthur. 2007, on l'oublie assez vite parce que ça se passe très bien, mais était une année qui n'était pas sans un certain nombre de challenges, puisqu'il fallait continuer à faire grandir les affaires du groupe par croissance organique dans un environnement devenu plus difficile, tout en intégrant une affaire qui était quand même une affaire de très grosse taille, qui était Winterthur. Eh bien, sur les grands marchés de Winterthur, nous avons, en dépit de l'intégration des opérations aux opérations d'AXA, gagné des parts de marché. Vous savez que dans la plupart des cas, quand vous faites des fusions, pendant les années d'intégration, vous reculez commercialement. Vous perdez des parts de marché ou vous stagnez. Nous avons expérimenté en 2007 une situation différente. Nous avons continué de gagner des parts de marché. Ça confirme la qualité des opérations de Winterthur. Pour ceux qui avaient un doute, nous n'en avions pas. Et ça confirme aussi notre capacité à intégrer rapidement à l'intérieur du groupe des affaires qui fonctionnent sur des business models qui sont proches des nôtres. Nous sommes en avance sur le programme de réalisation des synergies et nous avons des parts de marché qui sont en train de s'améliorer. Alors sur la Suisse, qui était également un élément important, sur laquelle il n'y a pas vraiment de sujet d'intégration parce que les affaires d'AXA y étaient toutes petites, sur la Suisse, nous avions un sujet qui était de savoir si nous arriverions à accélérer la croissance. Alors, il est trop tôt pour en juger de façon définitive, mais ce qui est clair, c'est que sur un segment du marché qui était un segment difficile, qui sont les affaires vie individuelles, sur lesquelles le marché suisse est très difficile, nous avons une croissance significative des affaires nouvelles en 2007, ce qui montre que les produits que nous avons introduits, que les méthodes que nous avons introduites, même si, comme le disait tout à l'heure François Pierson, une hirondelle ne fait pas le printemps, ce sont quand même des signes qui sont des signes positifs. Autre élément important stratégiquement, nonobstant les turbulences externes, nous continuons ce que nous voulons faire pour accroître l'exposition du groupe aux pays émergents. Pourquoi accroître l'exposition du groupe aux pays émergents? Parce que ça permet de tirer deux avantages. Le premier, une croissance plus forte du chiffre d'affaires, parce que, comme leur nom l'indique, ce sont des pays dans lesquels les taux de croissance sont plus forts que dans les pays développés. Et en outre, ça permet d'obtenir de bonnes marges, parce que les marges dans ces pays sont des marges qui sont des marges assez significatives, la concurrence y étant bien souvent un peu moins aiguisée qu'elle ne l'est dans les marchés qui sont déjà mûrs. Si vous regardez ce que nous avons fait,
nous n'avons pas cessé en 2007 et nous avons continué au début de 2008 d'augmenter notre exposition sur l'assurance dommage comme sur l'assurance vie, dans le bassin méditerranéen, en Europe centrale et de l'Est, dans l'Asie et... Alors, en fait, Amérique latine, oui, mais Amérique du Nord encore, avec le Mexique. Ceci conduit à ce que si vous regardez l'exposition du groupe aux pays émergents sur 3 ou 4 ans, les chiffres augmentent, les chiffres s'améliorent. Il reste encore, dans une perspective de long terme, insuffisant. Donc nous allons continuer nos efforts en direction de ces pays, à mesure des opportunités que nous allons trouver. Mais nous considérons que c'est une piste qui est vraiment intéressante. Donc voilà ce qu'est l'environnement. Des résultats 2007 forts, sur lesquels Denis va revenir un peu plus dans le détail, dans un environnement qui a été un peu moins bon en fin d'année, mais qui n'a pas affecté vraiment la qualité des résultats. Merci Henri, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais maintenant vous présenter plus en détail l'activité et les résultats par grand segment. Vous voyez donc que le résultat opérationnel en 2007 a progressé de 27% et de 15% en base comparable. Quand on parle de résultats en base comparable, on compare la partie AXA sur la partie AXA de 2006 parce qu'on n'avait pas sur les résultats de 2006 des résultats de Winterthur en normes IFRS. Alors donc on va d'abord commencer par regarder le publié. Vous voyez que la vie épargne retraite en résultat a augmenté de 18%. Le dommage de 31%, c'est le signe que la partie Winterthur en dommages était plus importante. Donc on a renforcé notre exposition au dommage à un moment où, qui est assez opportun puisque dans une période de crise financière, c'est le dommage qui se porte le mieux. La gestion d'actifs en publié a augmenté de 16%. Comparé à 21% en base comparable, là c'est le signe de la baisse du dollar. Et puis l'assurance internationale a progressé de 67% ou 54% à base comparable. Et je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Donc on a un effet à base comparable plus 15%, un effet, une augmentation en valeur absolue de 27% avec un effet du change négatif de 4%. Commençons tout d'abord par l'assurance vie. On a eu une progression de notre activité de 24% en publié, de 8% en base comparable, avec une très forte progression aux États-Unis à 19%. En 2007, nous sommes arrivés à la première place du podium sur les variable annuities. On est le numéro 1 du marché américain, ce qui est une réalisation dont nous sommes fiers. On a eu aussi une forte progression dans l'Asie-Pacifique, plus 25%. Les autres marchés progressent un peu moins favorablement. Le Japon est à moins 17 du fait d'un changement des règles fiscales qui s'appliquaient à certains de nos produits qui ont rendu le marché plus difficile pour nous en 2007. Et puis sur la France, vous voyez une progression qui paraît modeste de 3%, mais elle doit se comparer à un marché qui en 2007 a fait moins 3%. En ce qui concerne le résultat opérationnel de l'assurance vie, il est donc de 18% en publié, 10% en base comparable. Le plus gros contributeur reste les États-Unis, même si les États-Unis ont baissé en résultat à base comparable de 4% en 2007. C'est le résultat c'est essentiellement l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur le marché américain et de l'augmentation de la volatilité, ainsi qu'une diminution de la partie general account du portefeuille, compensée largement par l'augmentation des produits en unité de compte. Sur les autres marchés, en France, on a une progression de 15% qui reflète l'augmentation de la base des actifs. Sur l'Europe du Nord, la progression est très forte. Elle reflète à la fois l'augmentation de la base des actifs et l'augmentation de l'écart entre ce que nous avons gagné et ce qui a été crédité aux assurés. La progression forte au Royaume-Uni reflétant également une progression de la base d'actifs. Stabilité au Japon pour des raisons d'activité plus difficiles que j'ai évoquées. Forte progression enfin en Asie-Pacifique. En assurance dommage, la progression du chiffre d'affaires était de 28% et 4% à base comparable. Donc l'Europe du Nord a une faible progression. Donc l'Europe du Nord, c'est essentiellement en dommages l'Allemagne, la Belgique et la Suisse.
ce sont des marchés sur lesquels les prix ont plutôt baissé. Et donc le plus 1% se compare en fait assez favorablement à nos différents marchés, mais situation concurrentielle un peu difficile en termes de cycle d'assurance dommage. En France, la progression est de 3%, elle est supérieure à celle du marché. Elle a été plus forte sur l'activité entreprise que sur l'activité particulier. Dans la région Méditerranée, on voit à la fois le reflet avec une croissance de 5% de la progression de nos parts de marché en Espagne et l'accélération de notre croissance en Turquie, au Maroc et dans le Golfe. Enfin, au Royaume-Uni, forte progression de l'activité à 8% qui s'est traduite par une légère diminution de la profitabilité. Le ratio combiné ressort à 97,6%, comparé à 96,9% l'année dernière. Cette légère dégradation du ratio combiné est à mettre au compte des catastrophes naturelles. On a subi la tempête Kirill au mois de janvier qui a touché toute l'Europe du Nord et les inondations de juin et de juillet aux États-Unis. Ces événements naturels nous ont coûté 2 points de ratio combiné. Donc en dehors de ces événements naturels, on aurait un ratio combiné en forte amélioration de 97,6 à 95,6. Vous voyez que la tempête et les inondations ont affecté l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Irlande, alors qu'on a un ratio combiné qui s'améliore en France et dans la région Méditerranée. Le résultat opérationnel dommages par pays progresse fortement sur la région Méditerranée et sur l'Europe du Nord. Il progresse aussi de façon satisfaisante en France. En revanche, on a une dégradation sur le Royaume-Uni qui est à la fois le résultat d'une croissance un peu trop forte et des inondations de juin et de juillet. Sur la gestion d'actifs, on a eu une croissance moyenne de nos actifs sous gestion de 21% sur la période. La croissance est venue d'un effet marché favorable, une collecte nette qui reste encore forte à 28 milliards d'euros, de l'addition des actifs de Winterthur, et il y a eu un effet de change négatif de 77 milliards d'euros correspondant à la revalorisation de l'euro par rapport aux autres monnaies. Donc nos gestionnaires d'actifs géraient un peu plus de 1000 milliards d'actifs à la fin de l'année 2007. Quand on regarde ce qui s'est passé pour chacun des deux, donc AXA Investment Managers a eu une collecte nette beaucoup plus faible en 2007 qu'en 2006. Il y a eu, comme vous le savez, une décollecte sur les fonds monétaires d'à peu près 8 milliards d'euros dans le courant de l'exercice 2007. Malgré ça, du fait que la collecte avait été très positive l'année précédente, on a un chiffre d'affaires qui progresse de 21%, une productivité qui s'améliore et un résultat opérationnel qui progresse de 31%. La part des actifs pour compte de tiers s'élève maintenant à 33% chez AXA Investment Managers, ce qui est spectaculaire quand on pense qu'il y a 10 ans, AXA Investment Managers gérait essentiellement des actifs pour le compte des sociétés d'assurance. AllianceBernstein a eu une performance satisfaisante avec une progression de son chiffre d'affaires de 15%, une amélioration de sa productivité et une progression de son résultat opérationnel de 14% à base comparable. Encore une fois, il y a un effet de change défavorable, mais à base comparable, c'est 14%. La collecte nette a été encore très bonne, à 23 milliards d'euros. Elle est inférieure à celle de l'année précédente. Il y a en particulier quelques flux négatifs sur de la gestion indicielle qui rapporte peu. Les actifs gérés ont continué à progresser et la part des actifs pour compte de tiers chez AllianceBernstein s'élève à 85%. Enfin, quelques explications un peu techniques sur le passage du résultat opérationnel au résultat net. Donc le résultat opérationnel, 4 963 milliards d'euros, a été augmenté par un montant de plus-value nette d'1 175 milliards d'euros, donc un peu au-dessus de la fourchette qu'on donne en général de 800 millions à 1 milliard d'euros de plus-value. Ce 1 175 millions d'euros tient compte de provisions pour dépréciation durable sur les actifs de 400 millions d'euros. Et dans ces 400 millions d'euros, il y a un impact lié aux asset-based securities de 60 millions d'euros. Le résultat courant donc s'élevait à 6 138 millions d'euros.
Pour passer au résultat net de 5 milliards 666 millions, il y a essentiellement 5 mouvements. La mise en valeur de marché de certains OPCVM et autres actifs dont la mise en valeur de marché ne passe pas par le bilan, 205 millions d'euros, dont l'essentiel vient du mark-to-market des asset-based securities. Ensuite, un impact de 391 millions négatifs sur la variation de valeur d'instruments dérivés de taux et de change. Là, pour les 3/4 de cette variation trouve une contrepartie positive dans le bilan, mais les règles comptables font qu'on doit prendre ce mark-to-market négatif. Et puis, on a une plus-value de cession sur la Hollande de 480 millions d'euros et des amortissements de goodwill ou d'intangibles qui ne sont pas des dépréciations, mais des amortissements sur la valeur de nos portefeuilles d'assurance dommages liés à l'acquisition de Winterthur. Notre solvabilité reste forte. Elle est passée de 186% donc sur le ratio de solvabilité consolidée en normes européennes à 154%. Elle a été impactée de façon positive par le résultat et même après, je dirais, le besoin en marge de solvabilité provenant de la croissance interne, on a donc 22 points de croissance liés au cash flow libre. On a un impact négatif de 31 points lié à la gestion du capital qui se décompose en paiement du dividende pour 13 points, en rachat d'actions pour 11 points, en émission de titres liés à notre programme d'actionnariat salarié et à l'exercice de stock options pour 4 points, et les acquisitions à un impact négatif de 10 points. Et puis il y a un impact négatif des marchés financiers de 23 points, lié essentiellement à l'augmentation des taux obligataires européens et à l'augmentation des spreads sur les obligations, et puis un léger impact négatif des marchés actions de 5 points. Donc à 154%, on est encore dans une zone confortable qui justifie les notes 2A que nous avons auprès de Standard & Poor's et Fitch et 2A3 auprès de Moody's. Un zoom maintenant sur les actifs. Nous avons dans notre bilan 615 milliards d'euros d'actifs. Et dans ces 615 milliards, il y a 382 milliards qui sont dans les fonds généraux des compagnies d'assurance, 28 milliards dans les fonds with profit du Royaume-Uni et 183 milliards d'unités de compte. Vous voyez que la composition générale de ces actifs a peu changé. L'obligataire fait 78%, les actions font 10% en légère diminution par rapport à 11% l'année dernière, l'immobilier est à 5%, les alternatifs à 3%. Faisons maintenant un zoom sur les placements obligataires, donc les 298 milliards de placements obligataires. À peu près, un petit peu moins de la moitié, 46%, est en obligation d'État, un petit peu moins de la moitié en obligation d'entreprise et 16 milliards en asset-based securities, donc 5% des placements obligataires, un peu moins de 4% des placements totaux. La qualité moyenne de la notation de notre portefeuille obligataire est A+, donc une notation financière solide. Si on fait maintenant un zoom sur les asset-based securities, donc les 16,2 milliards dont je parlais il y a un instant, ce portefeuille est très diversifié. Il y a là-dedans 1,6 milliard de subprime américain, 2,9 milliards de collateral loan obligations, donc de prêts avec des collatéraux, et 1,8 milliard de CDOs. Donc, ce sont les trois catégories d'actifs qui ont été considérés comme problématiques par les marchés. Si on regarde la notation de ce portefeuille en termes de crédit, vous voyez que 70% sont AAA et AA, donc une notation moyenne de très bonne qualité. Ces portefeuilles ne sont pas pour nous des portefeuilles de trading, des portefeuilles destinés à, enfin, qui ne devraient pas être dans notre bilan. Ce sont des portefeuilles qu'on a achetés pour les détenir sur longue période. La duration moyenne de ce portefeuille est de 7 ans. On a des cash flows positifs, donc on n'a pas l'intention de vendre ces actifs. On n'est pas dans une situation à avoir liquidé ces actifs, mais simplement on doit reconnaître l'impact négatif en mark-to-market, soit dans notre bilan, soit dans notre compte de résultat. Et donc ça a un petit impact sur les comptes qu'Henri de Castres a évoqué tout à l'heure et que je vais repréciser. Donc,
Cet impact est limité. Il est de 0,6 milliards d'euros net de participation des assurés et net d'impôts. Il y en a 300 millions qui vont directement dans les fonds propres et 300 millions dans le compte de résultat, 100 millions sous forme de provision pour dépréciation, donc dans le résultat courant, et 200 millions dans le résultat net. Donc, encore une fois, un impact très limité de ces variations de valeur des actifs. Et encore une fois, pour nous, une situation qui n'est pas du tout préoccupante, puisque c'est des actifs qu'on est destinés à conserver jusqu'à leur maturité. Et donc, à leur maturité, ils seront remboursés. Le sujet du mark-to-market ne se posera plus. Et comme on n'a pas eu pratiquement de downgrade des agences de rating sur ces portefeuilles, on a le sentiment que ces portefeuilles auront servi à ce à quoi ils devaient servir, c'est-à-dire nous apporter un rendement supplémentaire. Et simplement, on a subi de façon temporaire un mark-to-market négatif. Maintenant, je repasse la parole à Henri Decastre pour la conclusion. Bien. Au total, si on essaye de récapituler ce qu'on a fait sur 2007 et la manière dont on voit 2008. Sur 2007, la performance opérationnelle, une fois de plus, elle est extrêmement forte. Et elle est alignée avec Ambition 2012, qui est un plan de long terme relativement ambitieux. Le bilan, et ça je pense que c'est important pour vous dans une période dans laquelle il y a une forte suspicion sur les institutions financières à cause de ce qu'elles peuvent avoir sur leur bilan. Vous voyez que le bilan est un bilan extrêmement solide et sans aucune surprise sur les actifs. Quand vous regardez l'impact de cette crise qui fait la une de vos journaux sur un bilan comme le nôtre, sur un montant d'actifs gérés comme le nôtre, vous voyez qu'il est... Bien sûr, il y a un petit impact, mais cet impact au total est négligeable. 600 millions dont vous parlez, Denis, 300 par le compte de résultat, 300 par le bilan, et avec le sentiment que sur une bonne partie de ces actifs, à terme, on retrouvera des valeurs conformes au coût historique. Donc un bilan très solide avec un impact limité de la crise. Un modèle opérationnel qui fonctionne bien, une stratégie d'acquisition qui fonctionne bien. C'est dans les périodes de turbulence que les modèles solides peuvent faire une différence un peu plus forte avec les autres. Quand tout va bien, quand les marchés sont faciles, les différences se font de façon un petit peu plus difficile. Quand les situations deviennent un peu plus compliquées, c'est l'occasion pour nous d'essayer de nous renforcer et d'essayer d'accélérer la différenciation en termes de positionnement par rapport aux concurrents vis-à-vis des clients, vis-à-vis des marchés. Nous augmentons notre exposition au marché en forte croissance. Vous voyez que depuis le début de cette crise, nous avons fait un nombre significatif d'opérations d'acquisition. Si nous n'avions pas une vision confiante et sereine du futur, nous ne le ferions pas. Donc si nous le faisons, c'est bien parce que nous sommes confortables sur le business model. Dernier élément, c'est que l'intégration de Winterthur, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais cette intégration qui n'était pas une mince affaire, parce que c'est une affaire qui représente à peu près le quart du groupe. Cette intégration se passe absolument sans problème, et les surprises que nous avons sont en général des bonnes surprises. On a trouvé avec Winterthur des produits de qualité, des équipes de qualité, des réseaux de distribution de qualité. La complémentarité est vraiment parfaite, donc nous sommes très contents d'avoir fait cette opération. Quand on regarde 2008, puisqu'au fond, maintenant, la plupart des gens ne s'intéressent plus du tout aux résultats 2007. Ils ne veulent parler que du futur. Comment se présente 2008 ? Nous sommes entrés dans 2008 avec un environnement économique beaucoup plus incertain. Il y a des marchés actions qui sont très volatiles, qui sont plutôt baissiers, une crise de liquidité qui affecte les banques, des inquiétudes sur un ralentissement de la croissance mondiale avec une baisse des taux d'intérêt sur les produits sans risque et une augmentation des primes de risque. Est-ce que nous voyons tout cela de façon très négative? Non. Dans ce contexte, et bien que les marchés actions aient déjà significativement baissé, nous pensons, nous disons que si les marchés se stabilisent aux alentours des niveaux actuels, le chiffre d'affaires d'AXA sera en progression en 2008 et ses résultats seront en progression. Donc c'est un message de sérénité, de confiance dans le modèle opérationnel du groupe. Sur quoi se fonde cet optimisme raisonné? Il se fonde sur le fait que quand vous regardez le business model, élément d'activité par élément d'activité, nous avons toutes les raisons de penser que ce que nous avons vu va continuer.
Si vous regardez le segment vie épargne retraite, qui représente à peu près 50% des résultats, nous devrions continuer à être en cash flow positif. Quand vous êtes en cash flow positif dans des situations de marché comme celle-là, ça veut dire deux choses qui sont absolument fondamentales. La première, c'est que vous n'avez pas besoin de vendre quoi que ce soit, puisqu'il y a de l'argent qui rentre tous les jours. Donc si vous avez des actifs dont vous considérez qu'ils sont temporairement dépréciés, ben vous pouvez dormir dessus. Pas la même situation que si vous êtes en cash flow négatif où vous êtes obligé de vendre quelque chose tous les jours. La deuxième chose quand vous êtes en cash flow positif, c'est que vous avez de l'argent frais à mettre sur des investissements tous les matins. Et quand les primes de risque ont augmenté, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vos rendements futurs seront plus élevés. Nous attendions, et on vous en avait d'ailleurs parlé l'année dernière, nous attendions une situation dans laquelle les taux d'intérêt ou les primes de risque seraient plus élevées qu'elles ne l'étaient au début de 2007. Nous y sommes. C'est venu de façon un peu brutale, j'en conviens, mais nous y sommes. Donc on ne va tout de même pas expliquer maintenant que c'est quelque chose de négatif. C'est pas vrai. Pour des institutions comme nous, en cash flow positif, c'est l'opportunité de faire des investissements nouveaux à des taux de rendement qui sont plus élevés. Sur le plan commercial, nous allons subir une concurrence accrue des banques sur la liquidité de court terme, parce que comme elles ont des problèmes de liquidité, elles cherchent à attirer les dépôts de leurs clients. Mais nous sommes bien placés pour répondre à ça. D'abord parce que ce que nous recherchons, c'est l'intérêt des clients. Deuxièmement, parce que les garanties que nous offrons sont de nature à les convaincre. D'ailleurs, si vous regardez le chiffre d'affaires aux États-Unis, dont on dit que c'est l'économie la plus menacée dans le monde, le chiffre d'affaires aux États-Unis sur le mois de janvier, il progresse positivement. Sur l'activité d'assurance dommage, l'activité d'assurance dommage, elle est très largement décorrélée de ce qui se passe sur les marchés financiers. Les portefeuilles d'assurance dommage, ils dépendent de la croissance des parcs automobiles, de l'évolution des parcs immobiliers, de l'évolution des parcs industriels. Si la croissance mondiale ralentit un petit peu, peut-être que ça ralentira un petit peu, mais pour l'instant, on voit des mois de janvier et février qui sont parfaitement en ligne avec ce qu'était l'année 2007. C'est-à-dire que nous sommes entre 3 et 5% de croissance, avec des niveaux de marge qui sont bons. Et une fois encore, nous répétons ce que nous disons maintenant avec constance depuis 2002-2003, c'est un marché qui est moins cyclique que par le passé, parce que les acteurs sont devenus plus responsables et parce que les revenus financiers ne laissent plus la même flexibilité à ceux qui voudraient baisser les prix. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la conjoncture actuelle plaide plutôt pour que les prix, comme on vous l'a dit tout à l'heure, se maintiennent ou s'améliorent légèrement. Sur la gestion d'actifs, c'est probablement le secteur qui est le plus affecté par la situation actuelle. Non pas que des pans entiers d'activité soient menacés, mais simplement parce que quand les marchés baissent, les bases d'actifs que nous avons en stock, quand les marchés actions baissent, que ce soit pour notre compte ou pour le compte de nos clients, baissent un petit peu, et donc nous percevons temporairement un peu moins de commissions. Mais dans le long terme, les tendances restent les mêmes. Les économies mondiales s'enrichissent, nos clients s'enrichissent, ils ont besoin des produits que nous leur vendons, donc ils en achèteront de plus en plus. Donc nous ne considérons pas, à la différence de ce qui se passait entre 2000 et 2003, nous ne considérons pas que les business models du secteur de l'assurance soient remis en cause. Entre 2000 et 2003, vous aviez une situation qui était très différente. Vous aviez des sinistres qui explosaient, vous aviez des taux d'intérêt et des marchés actions qui baissaient en même temps, et vous aviez partout dans le monde des sociétés d'assurance dont les résultats opérationnels étaient faibles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les résultats opérationnels sont élevés, les affaires sont en croissance, et donc, tous les mois, nous générons des résultats de la solvabilité supplémentaire qui nous donne la capacité à souscrire des affaires nouvelles. Donc, ça n'est pas le même environnement. Je dirais qu'il y a un peu un retournement de fortune. Les banques étaient beaucoup moins affectées entre 2001 et 2003 par ce qui se passait qu'elles ne le sont aujourd'hui. À l'inverse, nous sommes beaucoup moins affectés par ce qui se passe aujourd'hui que par ce qui se passait entre 2001 et 2003. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez que c'est un optimisme raisonné. Je voudrais conclure en vous disant un mot sur la gouvernance, parce que nous avons annoncé quelque chose qui est significatif. C'est, je dirais, émotionnellement important, parce que c'est une page qui se tourne pour les équipes du groupe, mais c'est aussi, je pense, important en termes de fonctionnement du groupe et de philosophie de fonctionnement du groupe. Claude Bébéar, qui était depuis 8 ans président du conseil de surveillance, qui a consacré 40 ans de sa vie à créer, développer, faire prospérer AXA, ne demandera pas le renouvellement de son mandat au conseil de surveillance du groupe. Ce mandat expire avec l'Assemblée générale du 22 avril et Claude va appliquer à lui-même la règle que nous avions fixée pour les membres du conseil de surveillance, qui est que lorsqu'un membre du conseil de surveillance dépasse les 70 ans,
il ne demande pas le renouvellement de son mandat à l'échéance de celui-ci. Nous allons maintenir la structure à 2 niveaux, conseil de surveillance directoire, parce que nous considérons que c'est une structure équilibrée, que c'est une structure qui est une garantie de stabilité, que c'est une structure d'ailleurs qui, en cas de problème, permet de mieux traverser les crises. Et nous considérons qu'on ne doit pas modifier les statuts des sociétés en fonction des circonstances. Ça nous différencie peut-être d'un certain nombre d'autres, mais nous considérons que c'est un bon modèle, qui doit rester tel quel. Et c'est Jacques de Châteauvieux, qui est administrateur du groupe depuis 3 ans, qui est un entrepreneur qui a fait un travail absolument extraordinaire de repositionnement de ce qui était un groupe familial pour en faire un leader mondial des services maritimes. Jacques est peut-être quelqu'un que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore bien. Je vous incite vivement à regarder ce qu'a été son parcours d'entrepreneur, parce que je pense que c'est un formidable modèle. Il a à la fois su faire d'une entreprise familiale un groupe mondial, et il a su développer son groupe dans les pays émergents d'une façon qui est tout à fait remarquable. C'est la raison pour laquelle nous lui avions demandé de rejoindre le conseil de surveillance d'AXA. C'est la raison pour laquelle il nous semble aujourd'hui être un très très remarquable candidat pour prendre la présidence du conseil de surveillance. Voilà. Claude Bébéar sera nommé président d'honneur et la nomination de François Martineau, qui est un avocat associé d'un des grands cabinets parisiens, sera proposé comme membre du conseil de surveillance sur le mandat qui est laissé vacant par Claude Bébéar. Et le dernier point, c'est que nous allons renouveler également l'administrateur représentant les salariés actionnaires du groupe, et que le directeur et le conseil de surveillance soutiendront en assemblée générale la candidature d'une salariée américaine qui s'appelle Wendy Cooper. Donc vous voyez, voilà, une page se tourne, mais l'aventure continue dans un horizon ou dans un univers qui est peut-être un peu plus secoué qu'au début de 2007, mais que nous regardons avec une très grande sérénité. Voilà ce qu'on voulait vous dire, et on est maintenant les uns les autres prêts à répondre à vos questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, je vous demande à chaque fois de bien vouloir indiquer vos noms et les maisons dans lesquelles vous travaillez pour que tout le monde puisse vous reconnaître. Voilà, là il y a une question de notre ami. Ah pardon, non, oh, excusez-moi. C'est pas grave. Ne vous levez pas parce que je sais que vous avez un problème de genou. Merci. Vous me connaissez, Benedetta Gentile et Hans. Je voulais savoir, avec la participation de Montepaschi, à quel point vous êtes content en cas d'augmentation du capital? Est-ce que vous allez suivre? Et puis, je voudrais aussi savoir, avec CNP, si vous avez un intérêt, et toujours si vous avez un intérêt pour le général. Ah ben voilà 3 questions. Sur Montepaschi, l'opération d'alliance avec Montepaschi était pour nous une opération stratégiquement importante. Vous le savez, nous regardions avec intérêt depuis des années le marché italien, parce que nous considérons qu'en Europe de l'Ouest, c'est un des marchés développés, importants, sur lesquels les marges sont satisfaisantes. Nous avons en Italie une affaire de taille moyenne qui marche bien, qui est AXA Assicurazioni, mais nous voulions augmenter notre pénétration en matière de distribution. Nos intérêts stratégiques avec Montepaschi ont convergé, c'est-à-dire que nous avons donc acquis 50% de leur filiale d'assurance dommage et de leur filiale d'assurance vie dont nous avons le management. Nous pensons que c'est une très bonne opération pour les 2 maisons parce que ça permet à Montepaschi d'utiliser le capital ainsi libéré pour faire croître ses réseaux de distribution dans son cœur de métier qui est la banque. Ça nous permet à nous d'avoir accès à de la distribution bancaire en fournissant à notre partenaire des produits qui sont des produits de qualité qu'il aurait eu plus de difficultés à fabriquer lui-même probablement. Donc c'est une remarquable convergence d'intérêts. Ça correspond complètement à notre stratégie de multidistribution. Nous avons pris une participation symbolique dans le capital de la banque parce que nous avons une très grande confiance dans le management. Et ce que nous constatons, c'est que depuis que nous avons passé cet accord avec eux, ils ont stratégiquement fait des pas importants, notamment avec l'acquisition d'Anton Veneta, ce qui est pour nous un moyen d'élargir les réseaux de distribution auxquels nous venons d'avoir accès. Donc nous sommes très heureux de nos relations avec Montepaschi. Est-ce que tu veux là-dessus, Denis, rajouter quelque chose? Non? Non, notre participation est très proche des 4% qui sont, je dirais,
le montant maximum auquel peut prétendre un actionnaire qui n'est pas la fondation. Et donc, nous serons un des grands partenaires stratégiques, un des grands actionnaires à 4%, donc un petit pourcentage de Montepaschi, et nous avons une très grande proximité avec eux. Voilà. Alors ensuite, il y a la question que j'entends depuis 19 ans sur Generali. Nous regardons nos amis de Generali avec sympathie, mais stratégiquement, nous avons maintenant, avec notre opération Montepaschi, un accès tout à fait intéressant au marché italien avec un prix tout à fait raisonnable. Nos affaires en France sont prospères et croissantes. Nos affaires en Allemagne sont prospères et croissantes. Voilà, nous regardons ça avec distance et sympathie. Sur la CNP, j'ai rien de plus à ajouter sur ce que j'avais dit. Je me suis contenté de signaler à l'époque, au mois de juillet, que si un jour le dossier devait bouger, nous manifesterions un intérêt. Ce qui m'amuse, c'est que ça ne devait pas être une si mauvaise idée, puisque l'ensemble des concurrents ont soudainement, eux aussi, manifesté un intérêt pour cette opération. On verra. Voilà. Mais alors, qui prend le micro le premier? Oui. Et encore sur Attilio Geroni, Sole 24 Ore, encore sur Montepaschi, est-ce que vous pensez du prix assez fort payé par Montepaschi pour acheter Anton Venet à 9 milliards d'euros? Oui. Alors vous savez, ça c'est quelque chose que nous on est habitué à entendre. Depuis que je suis chez AXA, et si Claude Bébert était là, il vous dirait la même chose, à chaque fois qu'on a fait une opération stratégiquement importante, à chaque fois ce qu'on a entendu, c'était vous payez trop cher. Et 3 ou 4 ans après, les gens avaient changé de discours. Je pense que le management de Montepaschi a fait une opération brillante, parce qu'en faisant cette opération, eh bien, ils ont très fortement consolidé leur position dans le monde bancaire italien. Anton Veneta, c'est 1000 points de vente supplémentaires. Quand vous regardez ce qu'est l'importance stratégique critique d'avoir des points de vente supplémentaires sur les grands marchés bancaires européens, eh bien, vous comprenez qu'ils ont eu raison de faire cette opération. Tiens. Alors, bien sûr, personne ne fait de cadeau à personne dans ce monde et le prix payé est un vrai prix. Mais quand on le compare au potentiel de synergie, au potentiel de développement et à l'importance stratégique que cette opération a, eh bien, on comprend tout de suite que c'était la clé pour accéder à la prochaine étape. Il n'y a jamais de clé gratuite dans la vie. Et je pense que cette opération est très intelligente parce qu'elle leur permet de se différencier d'un certain nombre d'établissements qui n'avaient pas des parts de marché très différentes des leurs et qui ont laissé passer une opportunité. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Handelsblatt Presse économique allemand. Je voudrais revenir sur l'impact de la crise financière sur slide 32. Là, je dois admettre, j'ai un peu un trou dans le mémoire sur la connaissance de IFRS pour assureurs. Est-ce que j'ai bien compris que cette 16,2 milliards d'euros ou le 6,3 milliards d'euros de partie plus critique de votre investissement dans la structure ABS ou comparable sont bookés dans le Held to Maturity, ça veut dire la plus de dépréciation possible, ou quel est le risque que dans cette portfolio-là, il y a encore de dépréciation en 2008 ? Parce que comparé avec la dépréciation vue par d'autres banques, cette 600 millions d'euros me paraît un peu, oui, justement, premier vue, comparé à être faible. Ça veut dire ça peut créer le premier vue, l'impression qu'il y a encore des trucs dans le tuyau. À l'avenir, ça peut faire peur au marché. Deuxième question, AXA a être contrepartie de liquidité pour ce fonds monétaire. Ça veut dire que vous avez racheté le part de fonds investissement comme service pour vos clients. Société Générale a fait la même chose et a fait une dépréciation sur cette activité, sur cet actif qu'ils ont racheté de vos clients. Et je ne trouve pas un chiffre que l'impact de cette action. Ça veut dire pour combien de valeur vous avez racheté de part de fonds d'investissement de vos clients et est-ce qu'il y avait des dépréciations dessus? Merci. D'accord, on va répondre à ces deux questions. Alors, sur le portefeuille, les slides qu'on a montrés, que j'ai montrés tout à l'heure, ne donnent pas beaucoup de détails. Si vous regardez dans les pages annexes,
vous avez un niveau de détail qui, je crois, est sans équivalent sur le marché, où nous donnons pour chaque génération de subprime le découpage en tranches AAA, AA, single A, le montant en valeur de marché de chacune de ces tranches. Et donc, il y a un très, très grand niveau de détail. Vous verrez que les tranches basses sont très fortement décotées, que les tranches hautes sont un peu moins décotées et que donc on a appliqué véritablement une valeur de marché. À peu près 1% du portefeuille est valorisé selon des modèles internes, 99% du portefeuille est valorisé en fonction de prix de marché. Deuxièmement, et donc pour comparer une valorisation d'un établissement à l'autre, on ne peut pas prendre les montants, je dirais, comme ça en valeur absolue sans les analyser. Il faut regarder quels sont les actifs sous-jacents et comprendre pourquoi il y a des actifs qui valent 20% du pair et d'autres qui valent 99% du pair. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les actifs sont évalués à un certain prix. Point suivant, on n'a pas mis ce portefeuille en held to maturity. Ce portefeuille est soit en available for sale par le compte de résultat, soit en available for sale par ce qu'on appelle l'OCI, Other Comprehensive Income, donc par le bilan. Et là aussi, on vous donne actif par actif quelle est la part du portefeuille qui est available for sale par le compte de résultat, quelle est la part qui est available for sale par le bilan, quelle est la part des assurés, la part de l'actionnaire. Donc il y a un très très grand niveau de détail. Sur la totalité de ce portefeuille de 16 milliards, la réduction de valeur sur l'année 2007 en brut est de 1,5 milliard d'euros, donc à peu près 10% sur la totalité du portefeuille, mais il y a des segments sur lesquels la dépréciation est de 70 ou de 80%. Donc, encore une fois, on a fait tout à fait une opération vérité sur ce portefeuille et ça a été audité avec beaucoup d'attention par nos auditeurs. Donc, je crois que vous pouvez être tout à fait confiant sur les valeurs qu'on vous donne là. Ce portefeuille, je dirais, a continué de se dégrader encore en janvier parce que les spreads de crédit ont continué à se dégrader. Donc, ce n'est pas lié, je dirais, à la situation américaine subprime, c'est lié au fait que les spreads de crédit augmentent d'une manière générale. Donc, on continue à avoir une dégradation. Mais je dirais que ça, très modéré d'ailleurs, mais ça ne nous inquiète pas cette situation parce que nous allons détenir ces actifs jusqu'à leur échéance. On ne les a pas classés comptablement en held to maturity. La pratique, c'est qu'on va les garder jusqu'à l'échéance et qu'ils nous donnent un rendement satisfaisant et qu'il n'y a pas de défaut de paiement. On continue à percevoir les coupons sur ces portefeuilles. On n'a pas de downgrade ou de façon très insignifiante. Donc, encore une fois, on n'a pas de soucis sur ce portefeuille. On n'est pas dans la situation d'une banque qui a ça en portefeuille de trading et qui doit les vendre. Nous, on ne doit pas les vendre. On doit les garder. On les a achetés pour les conserver. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Ces actifs, ils sont en face de passifs qui ont des durations qui sont comparables. Donc, ce n'est pas un effort de les garder, c'est juste une bonne gestion actif-passif. Les passifs en question, c'est nos engagements vis-à-vis de nos assurés qui sont des engagements à long terme. Nos assurés souscrivent des contrats d'assurance vie. Ils s'attendent à ce qu'on soit capable de les payer dans 8 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. Donc le sujet pour nous, ce n'est pas la liquidité. On n'a pas besoin de liquidité. On a au contraire des actifs qu'on doit garder sur la longue durée et on a des cash flows qui, année après année, sont positifs et qui font qu'on rachète à nouveau des actifs. Deuxième question, les deux fonds Libor Plus d'AXA Investment Managers. Effectivement, on a racheté pas loin de 80% des encours et on les a rachetés à leur prix de marché au cours du mois d'août. On les a rachetés à leur prix de marché, c'est-à-dire à l'époque avec une décote de l'ordre de 30%. Le marché a continué à se dégrader parce que c'est un marché sur lequel il n'y a pas de liquidité. Donc on a pris un impact dans nos comptes 2007 qui est d'à peu près 70 millions d'euros. Donc, et qui se trouve dans le net income d'AXA. Donc, il n'y a pas de mystère non plus. On a effectivement vu une dégradation de ce portefeuille après la reprise de part aux clients qui voulaient les céder. On n'est pas non plus inquiet sur ce portefeuille parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de dégradation de la qualité de crédit des titres sous-jacents et on va porter ces titres jusqu'à leur échéance qui est en moyenne d'ici 2 à 3 ans. Donc là encore, pas de souci particulier. Il faudra un jour s'interroger sur j'allais dire la pertinence des normes comptables.
Nous avions dit, avec un certain nombre d'autres, dont Michel Pébreau, quand les normes IFRS ont été introduites, que le jour où il y aurait une crise, elle créerait une volatilité supplémentaire, un risque de stabilité du système, et qu'elle donnerait une appréciation qui ne serait pas forcément une appréciation optimale de ce qu'est la situation réelle des actifs qu'on essaye de valoriser. Ce que vous a décrit Denis est absolument caractéristique. On prend des valeurs de marché qui sont des valeurs de marché instantanées, qui reflètent les prix payés par des gens qui sont obligés de vendre dans des situations de détresse, alors même que dans un certain nombre de cas, les actifs sous-jacents n'ont pas du tout vu leur qualité être dégradée. Donc on est probablement... Alors il y a des actifs sur lesquels il y a sûrement des pertes durables, mais il y a aussi probablement un certain nombre de situations dans lesquelles les gens prennent aujourd'hui des provisions qui reprendront dans 3-4 ans parce qu'on aura constaté à ce moment-là que la vision d'aujourd'hui était une vision trop pessimiste. Donc les normes comptables qui n'étaient pas appliquées de la même manière dans les crises précédentes. Les normes comptables ont créé de la volatilité et de l'anxiété. Il y a des catégories d'actifs qui sont considérées comme toxiques. Vous avez lu, vous avez écrit vous-même qu'il y avait des problèmes sur les CDO mezzanine, les CDO de subprime. On n'a pratiquement pas d'actifs de cette nature-là dans nos portefeuilles. Nous n'avons pas acheté tous ces actifs en étant des participants innocents dans le marché. On a une activité dans AXA Investment Managers qui s'appelle l'activité Structured Finance, qui gère ses actifs pour le compte des compagnies d'assurance et pour compte de tiers, qui le fait de façon extrêmement professionnelle. Donc on n'a pas été les victimes innocentes de banques qui ont arrangé, qui ont arrangé de façon perverse des produits structurés qu'on ne connaissait pas. C'est une activité que nos asset managers connaissent parfaitement. On a structuré des produits pour le compte de nos clients et pour le compte des compagnies d'assurance et on n'a pas de problème de qualité des actifs sous-jacents. Question suivante. Oui, bonjour, Greg Viscusi de l'agence Bloomberg. Vos cours de bourse ont chuté ce matin. Les traders disent que c'est parce que vos perspectives pour 2008 sont plus modérées ou nuancées ou moins optimistes que dans le passé. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qu'on devrait lire pour comprendre un peu pourquoi ils ont ils ont pris cette position? Non, je crois qu'il faut rester relax en face de ça. C'est-à-dire, bon, d'ailleurs, il chute moins maintenant qu'il chutait en début de matinée. Donc, vous savez, non, nos perspectives, elles sont un petit peu plus modérées que quand les marchés étaient sensiblement plus élevés, mais elles sont quand même positives. Quand on vous dit que si les marchés se stabilisent au niveau actuel, la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du résultat seront positifs par rapport à l'exercice 2007, ça n'est pas un statement négatif. Loin de là. Bon, je pense qu'on est dans une situation dans laquelle les marchés sont très volatiles au quotidien. Je pense qu'on est aussi dans une situation qui est très exceptionnelle en matière de valorisation du secteur de l'assurance. Très exceptionnelle et à vrai dire relativement absurde. Parce que quand vous regardez ce que nous versons comme dividendes et où est le cours de bourse, on est à 5% de rendement. Même au pire de la crise de 2003, on n'était pas à 5% de rendement, comme je le disais tout à l'heure, on était à 3,5%. Il y a une inquiétude, il y a une anxiété. Moi, je pense très fondamentalement que les sociétés d'assurance ou de protection financière qui, comme nous, sont bien concentrées sur ce type de métier, traverseront cette crise sans grand dommage, parce que leurs modèles opérationnels ne sont pas remis en cause. Le changement... Pardon. Non, juste un point sur les perspectives. En novembre dernier, on avait donné comme perspective, en fonction de l'état des marchés à ce moment-là, une croissance de nos résultats en 2008. On avait dit high single digit, low double digit, donc aux environs de 10%. La raison pour laquelle c'était déjà plus bas que notre moyenne des années précédentes, c'était l'impact de l'affaiblissement du dollar. Là, on est dans une situation où depuis cette époque-là, les marchés ont perdu ils ont perdu depuis le début de l'année à peu près 10%, les marchés actions, et ils ont perdu pas loin de 15% depuis le mois de novembre. Et le dollar a continué de s'affaiblir. Donc ça a nécessairement un impact sur nos résultats en assurance vie et en gestion d'actifs, parce qu'on a des bases d'actifs qui sont un peu plus faibles. Mais la situation, comme on vous l'a dit, sur l'assurance dommage reste très bonne. On a un mix de business qui est très diversifié, et donc on reste au total positif. Notre cours ne reflète pas la perspective que notre résultat soit en progression. Oui. Bonjour, Pascal Denis de l'agence Reuters. Dans le cadre de votre plan Ambition 2012, vous avez, si je ne me trompe pas, un objectif de croissance
annuel du bénéfice net opérationnel de 15%, si ma mémoire est bonne. Je voulais savoir si ce que vous pensiez pour 2008, si vous pensez que cet objectif sera atteint ou pas. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'était sur les pays émergents où vous reconnaissez que vous êtes un peu encore insuffisamment représentés. Quelles sont les zones où AXA voudrait être davantage exposé? Et puis une troisième question, excusez-moi, si on peut avoir un bilan du montant des opérations d'acquisition que vous avez réalisées en 2017. D'accord. Alors sur la perspective de progression du résultat, ce que nous avons dit dans Ambition 2012, c'est que sur le long terme, nous pensons qu'en moyenne, le résultat progressera de 15%. Il faut être naïf pour penser qu'entre 2004 et 2012, la progression sera constante chaque année. Depuis 2004, nous n'avons pas cessé de prendre de l'avance par rapport à cet objectif. Si vous regardez ce qu'a été la croissance du résultat opérationnel depuis 2004, vous voyez qu'on est à 22% en moyenne sur les premières années du plan. Bon, 2008, comme on vient de le discuter dans la question précédente, est une année dans laquelle, si rien ne change, la progression du résultat opérationnel sera un petit peu plus faible qu'elle ne l'a été les années précédentes. Ça ne veut pas dire du tout qu'on remette en cause le plan 2012. D'abord parce qu'on avait pris un peu d'avance. Deuxièmement parce qu'on ne pense pas que cette situation de dégradation des marchés soit une situation nécessairement durable. Donc on est dans une, je dirais, volatilité raisonnable autour d'un trend qui reste un trend inchangé sur le long terme. Nous ne remettons pas en cause les objectifs d'Ambition 2012. Sur la deuxième question, l'exposition aux pays émergents, on a augmenté notre exposition l'année dernière sur les pays, enfin on a racheté les minoritaires dans un certain nombre de sociétés de la zone Méditerranée sur lesquelles on était actifs et qui sont des sociétés très profitables, le Maroc et la Turquie. On a accru notre pénétration en Europe centrale en allant en Ukraine, en allant en Hongrie, en allant en Russie. On a été actif en Asie du Sud-Est avec la Corée et le Vietnam, et on a été actif au Mexique, là très récemment, avec l'acquisition de la filiale Dommage d'ING. Ce sont les zones dans lesquelles on a envie de continuer à faire des choses si des opportunités intéressantes se présentent. Ça ne veut pas dire à n'importe quel prix. On achète quand les conditions nous semblent raisonnables. On n'aime pas surpayer. Donc, a priori, ce sera plutôt dans les mêmes régions, et si les circonstances s'y prêtent, si les prix sont raisonnables. La troisième question. La troisième question, c'était les montants. Donc, si on raisonne en cash, ce qui a été dépensé en 2007, c'était 3,4 milliards d'euros. Je vous précise qu'on a dépensé 3,4 milliards pour des acquisitions, mais on a aussi recueilli 3 milliards à la suite de cessions, la vente de Winterthur US et la vente de nos opérations aux Pays-Bas. Donc en fait, on s'est redéployé de pays matures vers des pays à forte croissance. Et puis avec les transactions qui ont été annoncées mais pas encore payées, c'est-à-dire celles que mentionnait Henri à l'instant, le Mexique, la Russie et la Turquie, on a 2,2 milliards d'opérations annoncées sur lesquelles le cash sera sorti en 2008. Donc au total, sur les 2 ans de ce qui est annoncé et fait, un investissement de 5,6 milliards, compensé en partie par 3 milliards de cessions d'activités dans des marchés matures. Question suivante. Moi, je voudrais revenir sur votre exposition aux ABS et puis à la crise. Parce qu'effectivement, je dirais, l'impact, il est de 600 millions. Seulement, quand on regarde, je dirais, dans la présentation que vous avez faite, en fait, sur un portefeuille de 16 et quelques milliards, l'impact, il est de 1,5 milliard. Donc, c'est 10%. Oui. Bon, donc, je veux dire qu'effectivement, être impacté autour de 10% de vos engagements sur les ABS, moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et je trouve que vous m'avez l'air d'être quand même hyper optimiste par rapport à l'année qui commence, alors que personne n'a de visibilité. Deuxièmement, j'aimerais savoir si vous êtes exposé aux réhausseurs de crédit aux États-Unis. Et troisièmement, si vous avez des conduits, qui sont quand même la prochaine pochette surprise du premier semestre. Puis j'ai une autre question qui est, vous avez comme une marge de solvabilité qui est passée de 186 à 154, donc qui s'est quand même dégradée, enfin si je puis dire entre guillemets. Est-ce que vous pensez rétablir les choses pour 2008 ou est-ce que vous n'avez pas de visibilité? Dominique Mariette est dans une humeur
pessimiste, charmante, mais pessimiste ce matin. Alors, le passage du 16 milliards ou 1,4 milliard aux 600 millions, c'est assez simple. Denis vous a donné 16 milliards, c'est le portefeuille total. Tout n'est pas, entre guillemets, au risque de l'actionnaire. Il y en a une partie qui est au risque des assurés, parce que c'est dans des fonds qui sont des fonds participatifs. Donc ça ramène de 16 à 11. Et ça réduit la dépréciation totale de 1,4 milliard en due proportion. Ensuite, il y a un effet mitigateur, entre guillemets, qui sont les impôts. C'est comme ça qu'on passe du 1,4 milliard aux 600 millions. Il y a la part des assurés et il y a la part des impôts. Et 10% de dépréciation sur des portefeuilles qui étaient des portefeuilles dont on savait qu'ils étaient risqués, mais qui avaient pour objectif de procurer un rendement supplémentaire, ça nous semble être un chiffre, je dirais, significatif, mais pas considérable. Je vous rappelle qu'il ne faut pas... Si vous regardez un actif qui s'est totalement déprécié, vous allez arriver à la conclusion qu'il a perdu 100% de sa valeur. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'ensemble qu'il faut regarder. L'ensemble des portefeuilles obligataires du groupe, c'est 300 milliards d'euros. Bon, sur 300 milliards d'euros, il y a 15 ou 16 milliards d'ABS, c'est-à-dire une proportion qui représente 5%. Sur ces 5%, il y a une dépréciation brute de un peu moins de 10%. Ça fait 0,5% d'impact brut sur le portefeuille total du groupe. Ça ne nous semble pas être quelque chose qui mérite une grande émotion. Bien sûr, on aurait préféré en avoir moins, mais quand vous comparez cela à ce que peut être l'impact d'une variation dans un sens ou dans l'autre de 50 points de base des taux d'intérêt, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Première réponse. Oui, c'est le point que je voulais faire. Si les taux d'intérêt augmentent de 30 points de base sur notre portefeuille obligataire, d'accord, eh bien, on a une perte de valeur de 1,8 milliard d'euros. Donc, je veux dire, des obligations d'État. Les obligations d'État, vous avez un doute sur le remboursement des obligations du gouvernement américain, du gouvernement français? Pas vraiment. Eh bien, le mark-to-market, c'est comme ça que ça fonctionne. 30 points de base sur notre portefeuille, 1,8 milliard d'euros. Et ça ne nous inquiète pas. Sur les ABS, on a le même phénomène. On n'a pas de sujet de qualité de crédit, encore une fois, sur nos ABS. On n'a pas de sujet d'exigibilité, puisqu'on va les garder. Les mouvements des taux d'intérêt, c'est comme ça, ça fait bouger les valeurs. En janvier, notre portefeuille d'ABS a encore perdu de la valeur, un peu moins de 5%, mais 80% de cette perte de valeur, c'est simplement la hausse des taux d'intérêt. Bon, donc je veux dire, c'est la hausse des spreads d'intérêt sur le marché obligataire. Donc, je veux dire, ces sujets-là, ça vous inquiète peut-être. Nous, ça ne nous inquiète pas du tout en tant que professionnels du sujet. Comme disait M. Chirac, enfin bon, je vous passe la suite. Bon. Alors oui, sur la solvabilité, ce qu'on pourrait mettre... Ah oui, pardon, tu veux dire un mot sur l'exposition aux rehausseurs de crédit qui est pareil, je veux dire. Bon, sur les monolines, on a un slide dans les annexes, voilà, les rehausseurs de crédit. On a une exposition qui est, disons, 800 millions d'euros. Cette exposition de 800 millions d'euros, ça y est, ça a disparu. C'était bien, c'était la bonne page? Non, c'est plus ça. Cette exposition est de l'ordre de 800 millions d'euros. Voilà, d'accord. Elle est pour plus de la moitié dans nos contrats UK with Profit. Elle est pour largement plus de la moitié du rehaussement de crédit d'obligations corporate, pas d'ABS. Et c'est une exposition qui est pour les trois quarts sur AMBAC et MBIA, qui sont, je dirais, les deux rehausseurs de crédit dont la solidité financière semble la moins affectée. Donc, on a une situation qui n'est pas problématique. On a aussi, dans un souci d'exhaustivité, mentionné un run-off de réassurance d'AXA Re, pour lequel on a encore une exposition en risque. C'est AXA Re Finance, filiale d'AXA Re, avait une activité de rehaussement de crédit dont les encours s'élèvent à peu près 7 milliards d'euros.
réparti sur plus de 5000 municipalités. Et ce portefeuille est, du fait qu'on l'a mis en run-off en 2004, est se trouve être réassuré par MBIA. Donc on a un risque ultime MBIA, on a un risque de premier rang, je dirais, sur les municipalités américaines. On a eu 0 incident, 0 défaut sur ce portefeuille, donc ça ne nous empêche pas de dormir non plus. Donc le rehaussement de crédit pour AXA, c'est franchement pas un sujet et ça ne nous empêche pas du tout de dormir. Ratio de solvabilité. Pardon, SIV, conduit, ah oui, etc. SIV. Nous, encore une fois, nous avons vendu DLG en 2000. Donc DLG, c'était la banque d'affaires du groupe. On n'est pas une banque d'affaires. Donc, on n'a pas de SIV, on n'a pas de conduit. Les sociétés de notre secteur qui ont eu des SIV, des conduits, c'est des sociétés qui ont une activité bancaire, et notamment de banque d'investissement. Quand on parle d'Allianz et autres. Nous, on n'est pas dans ces métiers-là. Donc, on n'a pas de SIV, pas de conduit. Tout est dans le bilan. On n'a pas du tout de souci de cette nature-là. Alors, sur la dernière inquiétude de Dominique, qui est le ratio de solvabilité réglementaire, là aussi, on est extrêmement relax. Le ratio de solvabilité réglementaire, d'ailleurs, notre grand concurrent d'Outre-Rhin, dont le nom commence par un A, un ratio de solvabilité réglementaire qui vient à peu près du même endroit et qui est à peu près au même endroit. C'est des ratios qui sont des ratios notation 2A. Alors, il a bougé, ouais, il y a une trentaine de points de moins que l'année dernière. Seulement, quand vous regardez pourquoi, vous comprenez très vite et vous en déduisez que le groupe est dans une situation qui est une situation extrêmement solide. Pourquoi ? D'abord, la première remarque que je voudrais faire, c'est que nous générons par le niveau de nos résultats 2,5 points de solvabilité supplémentaire tous les mois. Puisqu'on génère à peu près une trentaine de points de solvabilité supplémentaire dans l'année du seul fait de nos résultats. C'est une situation qui est extrêmement différente de la situation 2001-2003. À l'époque, la profitabilité des groupes était bien moindre et donc leur capacité à reconstituer de la marge de solvabilité était beaucoup moins forte. Là, on génère 2,5 points par mois. Bon. À quoi servent ces 2,5 points ? À financer la croissance de l'activité, financer les acquisitions et à compenser le cas échéant des baisses de marché. Quand vous regardez ce qu'on a fait l'année dernière, on a provoqué nous-mêmes une décroissance de nos ratios en rachetant des titres. Est-ce que vous pensez qu'on aurait racheté des titres si on n'avait pas eu confiance ? En faisant des acquisitions, on a continué à faire des acquisitions depuis que les marchés sont dans une situation turbulente. Et quand vous additionnez le coût de la Russie, le coût du Mexique, le coût du rachat des minoritaires en Turquie, plus je dois en oublier encore une, je ne sais plus laquelle, vous vous apercevez que ça consomme un peu de marge de solvabilité. Si on le fait, c'est qu'on n'est pas inquiet, que ça nous semble bien. Alors, ouais, la baisse des marchés a un impact, bon, en plus, mais ça ne nous gêne franchement pas. Pourquoi ? Parce que la capacité à reconstituer cette marge par la profitabilité courante est très élevée. Et on considère au contraire que c'est une bonne gestion du capital. On n'est pas là pour vivre tranquillement en ayant un capital excessif qui, du coup, est moins bien rémunéré qu'il ne pourrait l'être. On est là pour avoir le capital dont on a besoin. On a largement le capital dont on a besoin. Donc le sujet de la solvabilité ne nous inquiète pas du tout. Question suivante. Oui, Sudip Cargo de l'agence Reuters. AXA tient un peu plus de 5% de BNP Paribas. Le 31 janvier, BNP Paribas avait dit dans Le Monde qu'elle étudiait le dossier de Société Générale des compteurs qui était après confirmé aux agences. Donc ma question était assez simple. En tant qu'actionnaire important de BNP Paribas, est-ce que vous pensez qu'une fusion BNP-Société Générale pourrait faire du sens ? Est-ce que cela peut être une bonne transaction pour les actionnaires de BNP Paribas, comme vous-même ? En tant qu'actionnaire de BNP Paribas, nous sommes des gens discrets et réservés. Question suivante. Thomas Weiss, Finanz- und Wirtschaftsjournal Financier Suisse. J'ai une question sur vos perspectives. Vous dites que, en supposant que les marchés actions se stabilisent, etc., en supposant que les marchés financiers actions ne se stabilisent pas, est-ce que ça veut dire que si on a une petite correction de 10, 20, 30%, vous ne faites pas plus de chiffre d'affaires, de profit? Et une deuxième question, parce que si vous êtes hyper content avec les Suisses là, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une autre acquisition si brillant en Suisse? Bon, sur la première question, la réponse est évidente. Ce qui est important, c'est quel aura été le niveau moyen des marchés sur l'année.
c'est pas le niveau du marché à un moment donné, c'est le niveau moyen des marchés sur l'année, puis le niveau en clôture pour savoir s'il faut ou non faire des provisions sur un certain nombre de titres. Bon. Si le marché baisse encore un peu et qu'ensuite il reprend, ce sera mieux que s'il ne fait que baisser entre maintenant et la fin de l'année. S'il ne fait que baisser entre maintenant et la fin de l'année, c'est sûr que les perspectives, elles seront un peu moins positives, mais on ne va pas chaque jour, en fonction du niveau du marché, chaque jour, changer notre guidance. Il nous semble qu'il y a eu une correction assez significative. Ce qu'on vous dit, c'est que si les marchés restent à peu près à ce niveau-là, on aura une croissance positive de nos résultats, de notre chiffre d'affaires. Si les marchés remontent, ce sera mieux. Si les marchés remontent pas, si les marchés baissent encore, ce sera peut-être un peu moins bien, et on verra. Mais on ne va pas rentrer dans des prévisions au jour le jour. Sur nos amis suisses, on est très contents. Notre sujet principal sur la Suisse aujourd'hui, compte tenu des parts de marché qu'on y a déjà accumulées, c'est pas d'acheter des activités supplémentaires, c'est de montrer qu'avec ces activités-là, on peut faire plus de croissance. Là-dessus, Freddy, tu veux dire un mot ? Je crois en tout premier lieu, quand on regarde, disons, les positions qu'on veut avoir dans les marchés développés d'Europe occidentale, je dis toujours, il nous faut 10% de part de marché. Dans les pays de taille moyenne, il nous faut une position qui soit au moins dans les 3 premières et dans les tout grands marchés, au moins dans les 5 premiers. Alors en Suisse, on est en dommage le numéro 1. En vie, c'est un peu plus compliqué à calculer parce que, disons, regardez la vie, moi je dis toujours, il faut regarder également les autres intervenants dans le marché de l'épargne. Et ça comprend les banques, ça comprend, disons, des tas d'autres instruments que purement, disons, l'assurance vie des compagnies d'assurance. Donc, on avait certainement une position qui était plus vulnérable, plus fragile, plus faible en assurance vie, particulièrement en assurance vie individuelle. On est en train de redresser ça en introduisant de nouveaux produits, en focalisant la distribution sur de nouveaux produits. L'usine, nous l'avons. La distribution, nous l'avons. Nous avons une position de numéro 1 en Suisse en dommages, probablement numéro 2 en vie. Je ne vois pas pourquoi on achèterait quelque chose. Le problème pour nous, c'est de faire marcher la machine un peu plus vite, un peu plus fort et de s'assurer que tout ce bel engin qu'on a acquis en Suisse fonctionne encore mieux. On va prendre une dernière question parce qu'on est en train de dépasser le temps. Madame de Guigné. Bonjour, Anne de Guigné du Journal des Finances. J'avais une question sur vos placements en obligations d'entreprise. Je me demandais quelle était la proportion de CDS et si ces actifs ne pouvaient pas devenir dangereux en cas de dégradation des marchés. On a à peu près 13 milliards de CDS, donc je ne vois pas le danger particulier que présentent les CDS, parce que en fait, les 3/4 de notre exposition aux CDS, c'est à travers l'indice qui s'appelle iTraxx Main. Donc c'est un indice qui est extrêmement liquide. Évidemment, il y a de la volatilité, donc il y a un risque qui est le mark-to-market sur cet indice. Effectivement, quand les spreads de crédit augmentent, comme ils ont fait depuis le début de l'année, ça conduit à une perte en mark-to-market. Mais les CDS en tant que tels ne présentent pas de risque particulier. Il y a une énorme liquidité dans ce marché et donc on n'est pas inquiet sur ce portefeuille de CDS. Il faut voir qu'on a un portefeuille de CDS parce qu'on a, je dirais, un portefeuille de fonds général qui a pas un très gros cash flow, et à partir de la création de l'euro, on a voulu diversifier nos investissements alors qu'on partait d'un portefeuille qui était entièrement en obligations d'État pour passer à plus d'obligations corporate. On a gardé ces obligations d'État et investi en CDS pour créer synthétiquement des obligations corporate. Donc on n'est pas du tout inquiet, 13 milliards, les 3/4 sur l'indice, ça ne nous pose pas de problème. La raison pour laquelle on investit dans l'indice plutôt que dans des CDS single names, c'est parce qu'il n'y a pas énormément il y a moins de liquidité sur le single name CDS, et parce que l'indice sous-pondère les sociétés financières et que ça nous intéresse de sous-pondérer les sociétés financières. Voilà, merci, bonne journée.